La relation à long terme de ma femme avec un ami s'est effondrée le jour où je l'ai surprise en train de me tromper et j'ai tout révélé en imprimant leur message texte secret. Ma femme, âgée de 26 ans appelons-la Mia, m'a trompé, moi, 27 ans, avec un de mes amis du même âge, que je nommerai Jacques pour les besoins du récit. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans, lors du mariage d'un ami commun. Elle était une proche amie de la mariée, tandis que j'étais celui du marié. Nos amis nous ont placés à la même table, espérant que quelque chose naîtrait entre nous. Dès que je l'ai aperçue, j'ai été frappé par sa beauté. Lorsqu'elle s'est assise à côté de moi et que la conversation a commencé, nous avons découvert de nombreux points communs. Le courant est passé immédiatement. Nous avons discuté longuement, partagé le dîner puis rejoint la piste de danse. Nous avons dansé, bu, ri tout au long de la soirée, et au cœur de cette euphorie, nous nous sommes embrassés. Quand nous nous sommes séparés, les mariés nous ont rejoints, tout sourire, curieux de savoir ce qu'il se passait entre nous. Ravis à l'idée d'avoir peut-être provoqué une idylle, la mariée se réjouissait visiblement. Nous avons simplement haussé les épaules et poursuivi la soirée chacun de notre côté. Nous ne nous sommes pas échangés nos numéros ce soir-là, mais environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message de sa part me proposant un rendez-vous. La mariée lui avait transmis mon numéro. J'ai évidemment accepté, et notre relation a commencé ainsi. Elle a été merveilleuse, avec très peu de disputes, jamais sérieuses. 2 ans plus tard, je lui ai demandé sa main, et nous nous sommes mariés moins d'1 an après. Notre mariage avait un peu plus d'1 an lorsque tout s'est écroulé. Juste avant notre premier anniversaire, certains signes ont commencé à m'alarmer, elle devenait de plus en plus méfiante avec son téléphone, les soirées entre amis devenaient fréquentes, et notre vie sexuelle avait presque disparu. J'ai abordé ces sujets à plusieurs reprises, mais elle les a systématiquement balayés, prétextant que je laissais mes insécurités prendre le dessus. Elle poursuivait sa vie comme si mes ressentis n'avaient aucune importance. Petit à petit, je me suis refermé sur moi-même. J'ai cessé de l'embrasser avant de partir au travail, et hormis pour les choses essentielles, nous ne nous parlions quasiment plus. Un soir, alors qu'elle dormait profondément, j'ai pris son téléphone et son ordinateur portable pour parcourir ses messages, ses emails et ses applications. Rien. Mais en me rappelant d'autres témoignages similaires, j'ai eu l'idée de fouiller sa voiture. J'ai pris ses clés, ouvert la portière, et là, dans la boîte à gants, j'ai découvert un second téléphone. À cet instant, tout est devenu limpide. Je savais. Mais je voulais des preuves irréfutables pour la confronter. Je ne voulais pas lui laisser le moindre espace pour mentir, prétendre que cela n'était arrivé qu'une seule fois ou minimiser. J'ai allumé ce téléphone. Il n'y avait qu'un seul numéro enregistré. J'ai lu chaque message, un à un. J'ai ensuite connecté l'appareil à mon ordinateur, imprimé tous les échanges, toutes les photos. La nuit entière, je l'ai passé à chercher un avocat spécialisé en divorce. J'ai consulté des dizaines de profils, puis trouvé celui qui m'inspirait confiance. Je lui ai envoyé un email, mais c'était samedi, il n'était pas au cabinet. Curieux de l'identité de l'amant, j'ai composé le numéro depuis mon téléphone, avec l'intention de me faire passer pour un agent de chez Spectrum, un fournisseur très commun. Mais, au lieu de tomber sur un inconnu, c'est le contact de Jacques qui est apparu à l'écran. Un frisson m'a parcouru. Il m'a fallu quelques secondes pour faire le lien, mais lorsque j'ai compris, ma rage a explosé. J'ai crié, juré dans mon bureau, furieux. Ma femme, alertée, a ouvert la porte pour savoir ce qui se passait. En la voyant, je l'ai simplement regardée droit dans les yeux et lui ai dit, glacée, sors d'ici. Sans un mot, elle est allée se réfugier dans notre chambre. Jamais je n'avais haussé le ton avec elle. Je suis resté enfermé dans mon bureau toute la journée, à ruminer, silencieux, les yeux fixés sur le vide. Puis j'ai appelé l'un de mes amis, le marié de ce fameux mariage, et je lui ai demandé de sortir boire un verre avec moi. Il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai juste dit que j'avais besoin de parler, et que j'allais mal. Sans plus attendre, j'ai emporté avec moi tous les documents imprimés, puis me suis dirigé vers le bar. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé 4 shots de whisky et une bière. J'étais en train de finir le dernier verre lorsque Ted, c'est ainsi que je l'appelle ici, est arrivé. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit simplement, Mia me trompe. Il a été choqué. Puis je lui ai demandé s'il voulait savoir avec qui. Quand je lui ai dit que c'était Jacques, son visage s'est assombri. C'est lui qui nous avait présentés. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était désolé, comme s'il se sentait coupable. Jacques et moi n'étions pas particulièrement proches. Nous n'étions pas du genre à nous appeler pour sortir ensemble, mais lorsque nous nous croisions à des réunions d'amis, nous étions toujours cordiaux. J'ai demandé à Ted de n'en parler à personne, même pas à sa femme. Je lui ai précisé que je n'avais pas encore confronté Mia, ni même consulté officiellement l'avocat.
Je voulais que tout reste secret pour le moment. Il a compris et respecté ma demande. Nous avons discuté longtemps, puis j'ai appelé un Uber pour rentrer. Il était 3 heures du matin lorsque j'ai regardé mon téléphone pour la première fois depuis mon appel à Ted. De nombreux appels manqués, des dizaines de messages, tous de Mia. Elle me demandait où j'étais, si j'allais bien, quand je rentrerais. En arrivant à la maison, je l'ai trouvée endormie sur le canapé. Je ne l'ai même pas réveillée. Je suis monté, suis allé dans notre chambre, et me suis couché. Au réveil, elle était couchée à côté de moi. Je me suis habillé, suis sorti, et récupéré ma voiture et suis allé travailler. Je me suis noyé dans mes dossiers toute la journée. Ce n'est qu'à 22 heures que je suis rentré, pensant la trouver endormie ou absente. Mais non. Elle m'attendait, m'a accueilli, m'a dit qu'elle avait préparé le dîner et m'a demandé si elle pouvait le réchauffer. J'ai refusé d'un ton sec et suis allé me coucher. Elle m'a suivi peu après, m'interrogeant sur ce qui n'allait pas chez moi. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Mais elle insistait. Finalement, à bout de nerfs, j'ai crié « Mia, laisse-moi. Je veux juste dormir ». Le lendemain, l'avocat m'a répondu par mail, proposant un rendez-vous. J'ai confirmé immédiatement. En descendant, Mia avait préparé le petit déjeuner. Elle voulait discuter. J'ai préparé une petite assiette, me suis assis, et elle a commencé à parler de mes changements de comportement, disant qu'elle ne me reconnaissait plus, qu'elle voulait comprendre. Je lui ai répondu que le travail me stressait, mais que tout irait mieux bientôt. J'ai terminé mon repas, puis lui ai dit que je devais partir. Au bureau, je n'attendais qu'une chose, rencontrer l'avocat. Avant de partir, j'ai dit à mon assistante que j'avais un déjeuner avec un client au cas où Mia appellerait. L'entretien s'est bien passé. Je lui ai remis toutes les preuves. Il m'a dit, je suis navré pour ce que vous traversez, mais vous avez fait du bon travail. Voyez-vous, dans cet état, l'infidélité a des conséquences juridiques. Votre épouse n'aura droit à presque rien de vos biens. Je n'y avais même pas pensé. Mon seul objectif était de divorcer au plus vite. Il m'a demandé s'il pouvait garder les documents. J'ai préféré qu'il en fasse des copies. Je n'avais pas encore parlé à Mia, et je ne voulais surtout pas entendre ses excuses. Il a accepté, et son assistante a copié l'ensemble. Je lui ai demandé dans combien de temps elle recevrait les papiers. Il m'a répondu, environ 2 semaines. Je l'ai remercié, puis je suis rentré, prêt à tout lui dire. Mais elle n'était pas là. Je l'ai appelée. Pas de réponse. Encore une fois. Rien. Je lui ai envoyé un message sec, je me fiche que tu sois en train de coucher avec Jacques, rentre. On doit parler. À peine 1 minute plus tard, elle m'a appelé, paniquée, me demandant de quoi je parlais. Je lui ai simplement dit, rentre immédiatement. 15 minutes plus tard, elle franchissait la porte. Je l'ai regardée et lui ai dit, tiens donc, 15 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour venir de chez Jacques, non? Elle m'a regardé, abasourdie. Je l'ai laissée un instant, attendant qu'elle parle. Rien. Alors j'ai poursuivi, rien à dire? Elle a tenté de nier, de détourner, mais j'ai laissé faire. Elle s'est agitée, a commencé à m'insulter. Là, j'ai frappé la table du poing et j'ai sorti les preuves. Je les ai d'abord montrées de profil, regarde cette montagne de preuves. Puis je les ai étalées devant elle, une par une. Elle m'a supplié d'arrêter, s'est effondrée en larmes, a tenté de s'excuser, m'a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai répondu, chérie, où est passée l'assurance que tu avais il y a 1 minute, quand tu me rabaissais? Elle a voulu me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussée d'un geste. Ne me touche pas. Elle m'a proposé d'aller dans la chambre, de faire tout ce que je voulais. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Plus jamais je ne te toucherai. Tu veux savoir qui d'autre possède ces photos et ces messages? Mon avocat. Je divorce. Prends un sac, rassemble tes affaires, et sors de ma maison. C'était il y a 3 jours. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Mise à jour 1. Après avoir publié la première partie de mon histoire, vous m'avez tous donné une tonne de conseils, et j'en ai suivi la plupart. Ce matin, j'ai décidé de commencer à reprendre le contrôle de ma vie, alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles. J'ai ce rendez-vous dans 2 jours. Ensuite, j'ai commencé à contacter les personnes proches de moi, mon père et quelques amis. Ils ont tous été très solidaires, m'ont donné leurs propres conseils et m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Mais comme je gérais bien la situation, j'ai décliné leurs propositions. Puis, je suis passé à la famille de Mia. J'ai envoyé un message à sa mère, ainsi qu'à son père,
pour les remercier de m'avoir accueilli dans leur famille, leur dire que j'étais reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi, mais que Mia et moi allions divorcer, et que j'allais beaucoup les regretter, enfin, pas vraiment. Ils étaient étouffants, et même si ce sont de bonnes personnes, je suis soulagé de ne plus avoir à gérer cela. Je leur ai également dit que s'ils avaient des questions, ils pouvaient me les poser librement. Je n'ai pas eu de réponse pendant un moment, alors je suis passé à la sœur de Mia. Ce fut un peu plus douloureux, car nous étions de bons amis, et je savais que cela allait abîmer cette relation. Je lui ai envoyé un message disant « Salut, je suis désolé de devoir t'écrire cela, mais Mia et moi allons divorcer, et je voulais que tu le saches. Merci de m'avoir accepté comme un frère depuis le premier jour. Je resterai disponible si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. » À peu près au moment où j'ai envoyé ce message, ses parents m'ont répondu. Je vais vous résumer notre échange. Les parents, nous sommes désolés d'apprendre cela. Que s'est-il passé? Pourquoi Mia ne nous en a-t-elle rien dit? Moi, Mia a eu une liaison pendant au moins 1 an. Je soupçonne que cela a commencé avant notre mariage. Je ne sais pas pourquoi elle ne vous a pas contacté, mais je pense que vous devriez l'appeler. Elle a quitté la maison, je pensais qu'elle serait venue chez vous. Les parents, non, nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle. Nous allons l'appeler. Merci de nous avoir prévenus. Es-tu sûr qu'elle te trompait? Moi, oui, j'en suis absolument certain. J'ai trouvé leur message. Les parents, nous sommes sincèrement désolés qu'elle t'ait fait cela. Nous allons essayer de la joindre. Après avoir réglé cela avec sa famille, je me suis tourné vers la fiancée de Jacques. Je ne me souviens plus si je vous ai dit dans la première partie qu'il était fiancé, mais je sais que certains l'ont mentionné dans les commentaires. Je pensais que ce serait compliqué, que Mia et Jacques auraient peut-être élaboré un plan machiavélique. Mais soit Mia ne lui a jamais dit que j'étais au courant, soit ils sont juste stupides. Vers 14h, je lui ai envoyé un message pour lui proposer qu'on prenne un café ensemble. À 14h05, elle m'a répondu oui, et m'a proposé de la rejoindre dans un de ces cafés hipsters affreux, en face de son lieu de travail, à 14h30. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café horrible, puis j'ai attendu quelques minutes. Elle est arrivée, a pris sa commande, puis s'est assise à ma table. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de manière simple d'annoncer ce que j'allais lui dire, alors que j'allais simplement le lui balancer, Jacques te trompe avec ma femme. Cela dure depuis plus d'1 an. Elle a été évidemment choquée. Je lui ai alors expliqué que je venais tout juste de découvrir l'affaire, il y a quelques jours. Je lui ai dit que j'aurais dû lui parler plus tôt, mais que j'avais un divorce à initier, et que je devais aussi gérer ma propre douleur. Elle m'a demandé comment j'avais découvert tout cela. Je lui ai raconté exactement ce que j'avais publié dans la première partie. Puis je lui ai demandé si elle voulait voir les preuves. J'ai sorti un classeur rempli de documents. Elle l'a pris, a feuilleté les messages et les photos, et s'est mise à pleurer silencieusement. Je lui ai dit qu'elle pouvait le garder, qu'il y avait des copies supplémentaires, et qu'elle pouvait l'utiliser pour confronter Jacques ou simplement voir s'il allait mentir. Elle m'a remercié, s'est levée, a pris le classeur, et je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, je restais disponible. Elle a hoché la tête, puis est partie, visiblement dévastée. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de rester sobre, de garder la tête froide, etc. Mais mon monde s'est effondré en quelques jours. Cette semaine, j'ai décidé de la passer sur ma terrasse, à boire, fumer des cigares et mettre la musique à fond. La semaine prochaine, je reprendrai ma routine habituelle et je cesserai de m'apitoyer sur mon sort. Pour une note un peu plus positive, j'ai déjà emballé la plupart de ses affaires, vêtements, bijoux, etc. J'y ai également ajouté notre album de mariage, ainsi que toutes les photos où elle apparaît. Si elle revient un jour chercher ses affaires, je veux qu'elle reste ici le moins de temps possible. Et avant que vous ne me posiez la question, non, je n'ai pas détruit ses vêtements. À part quelques cadres photos, rien n'est cassé. Pour l'instant, rien d'autre ne se passe. J'ai parlé à toutes les personnes à qui je devais parler. Mon rendez-vous médical est fixé. Mon avocat travaille dur pour me sortir de ce cauchemar. Étage 90% de ses affaires sont dans des cartons. Je ne sais pas ce qu'il reste encore à faire. Si elle reste loin de moi, ce divorce pourrait bien être le plus fluide de l'histoire. Merci de m'avoir lu. Vos conseils sont toujours les bienvenus. Mise à jour 2. Salut tout le monde. Désolé d'avoir été absent si longtemps et de ne pas avoir répondu aux commentaires ni aux messages. J'ai enfin pris le temps de rattraper mon retard, et voici donc la mise à jour. Depuis la dernière fois, j'ai sombré dans une sorte de fête de l'auto-apitoiement, boire, encore boire, toujours boire. Je dirais que c'est mon premier moment à moitié sobre depuis que j'ai tout découvert. Il m'est difficile de décrire ce que je ressens. Je suppose que le mot engourdi résume assez bien mon état.
dans la précédente mise à jour, je vous avais expliqué que j'avais prévenu tout le monde de la situation, sauf la sœur de Mia, à qui j'étais pourtant très proche. Eh bien, ce soir-là, après avoir rédigé cette mise à jour, j'ai continué à boire, seul sur la terrasse arrière, jusqu'à ce que je m'évanouisse, entouré d'une bouteille et de quelques canettes de bière vides. Je me suis réveillé au parfum du petit déjeuner en train de cuire. Ma première pensée a été, mon Dieu, Mia est revenue et croit qu'un simple petit déjeuner pourrait effacer tout ce qu'elle a fait. En un instant, la colère est montée. J'ai bondi de ma chaise, prêt à hurler. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas Mia. C'était sa sœur, appelons-la Emma. Je suis resté figé un instant, essayant de reprendre mon calme. En me voyant réveillé, Emma s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle n'a pas prononcé un mot, m'a simplement pris la main et m'a conduit à table. Elle a déposé une assiette devant moi, et pendant que je mangeais, elle m'a dit à quel point elle était désolée. Elle m'a raconté que sa sœur était venue chez elle en disant simplement que nous avions quelques problèmes, mais que tout s'arrangerait rapidement. Elle m'a dit que, lorsqu'elle avait reçu mon message annonçant le divorce, elle avait demandé à Mia pourquoi, si tout allait bien, je demandais le divorce. Apparemment, Mia a alors craqué et lui a tout avoué. J'ai réagi avec scepticisme, lui disant qu'il n'y avait aucune chance que Mia lui ait vraiment tout dit. Je lui ai donc raconté l'histoire dans son intégralité. Emma m'a confié que, selon Mia, ce n'était arrivé qu'une seule fois, et que j'en faisais tout un drame. Je lui ai répondu que je n'avais aucune intention de me remettre avec Mia, et que si c'était la raison de sa présence ici, elle perdait son temps. Je lui ai ajouté que, si elle était en contact avec sa sœur, elle devrait lui dire de se trouver un avocat. Elle a éclaté de rire et m'a assuré qu'elle n'était pas là pour Mia, mais pour moi. Elle m'a dit que, bien sûr, elle resterait là pour sa sœur, mais qu'elle et moi étions amis, et qu'elle ne me tournerait jamais le dos, surtout alors que je n'avais rien fait de mal. Je me suis levé, suis allé de son côté de la table, et je l'ai simplement prise dans mes bras. J'avais tellement peur que toute cette histoire ruine notre amitié, et l'entendre dire cela m'a soulagé bien plus que je ne saurais l'exprimer. Emma est restée chez moi pendant 2 jours. Elle a dormi dans la chambre d'amis et est repartie ce matin. Je me préparais à partir dans ma cabane, un bien que je possédais avant le mariage, et que Mia ne peut pas réclamer. Je rassemblais mon équipement de chasse et de pêche lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Je lui ai répondu que, même si cela m'aurait fait plaisir, il serait peut-être mieux qu'elle aille voir sa sœur. Elle a compris, m'a serré fort dans ses bras, puis est partie. Je suis profondément reconnaissant envers Emma pour sa présence. Et, avant que certains ne me posent la question, non, elle n'est pas amoureuse de moi. Elle a 20 ans, ce qui est bien trop jeune pour moi. Il s'agit simplement d'une très belle amitié. Ah, j'allais oublier, je suis allé chez le médecin, j'ai fait les tests, et les résultats devraient arriver lundi. J'ai également contacté plusieurs fois la fiancée de Jacques, juste pour prendre de ses nouvelles. Elle m'a dit qu'elle allait bien, mais qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai répondu que si elle voulait me voir la semaine prochaine, pour se confier ou simplement parler, j'étais disponible et à l'écoute. Merci infiniment à vous tous pour votre lecture, votre soutien, vos messages et tous les mots d'encouragement que vous m'avez adressés. Vous avez été une lumière dans une période extrêmement sombre de ma vie. Pour ceux d'entre vous qui traversent une épreuve similaire, la seule chose que je peux vous dire, c'est de garder la tête baissée, de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Que ce soit un divorce ou une réconciliation, fixez-vous des objectifs, un par un. Dans mon cas, c'était l'avocat, puis le médecin, puis prévenir tous mes proches. Évitez de tout exposer sur Internet, mais prévoyez du temps pour évacuer ce que vous ressentez. Merci encore. Et désolé si mes mises à jour sont toujours si longues. Mise à jour 3. Dans ma dernière publication, je vous avais parlé d'Emma, la sœur de Mia, qui était venue chez moi et avait passé quelques jours avec moi. Elle est repartie au moment où je partais moi-même pour aller chasser dans ma cabane. Bonne nouvelle, j'ai abattu un cerf, un beau mâle à 8 pointes, dès le premier jour. J'en suis très content, car cela m'a permis de passer le reste de mon séjour à pêcher. Je n'ai attrapé que 2 poissons, mais leur taille était correcte. J'en ai cuisiné un pour le dîner et j'ai découpé l'autre. Le reste de mon séjour à la cabane s'est déroulé entre le nettoyage du cerf et la contemplation de la nature. À part un verre ou 2 par jour, j'ai tenu ma promesse de rester sobre. Mon épisode d'excès d'alcool s'est limité à la semaine précédente. Concernant ces derniers jours, j'ai reçu un appel de mon médecin, je suis entièrement sain. Ce n'est pas une surprise, étant donné que Mia et moi n'avions quasiment plus de relations intimes depuis plusieurs mois. Mais malgré tout, il vaut toujours mieux vérifier. J'ai tenté de recontacter la fiancée de Jacques, mais je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Elle a fini par m'écrire pour m'informer qu'elle séjournait actuellement chez sa famille. Elle n'a pas donné beaucoup de détails, mais le simple fait qu'elle se soit réfugiée chez eux laisse supposer
comme je le pense, que la situation n'est pas brillante. Au moins, elle est en sécurité et entourée des siens. Je lui ai dit que si jamais elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à me le faire savoir. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver autour d'un café le lendemain, ce que j'ai accepté sans hésiter. Le lendemain, nous nous sommes revus dans le même café hipster affreux, et nous avons parlé pendant environ 2 heures. Nous avons discuté de tout ce qui s'était passé entre Mia et moi. Elle voulait savoir quelle démarche j'avais entreprise, si j'avais réellement entamé une procédure de divorce ou s'il existait une quelconque chance de réconciliation. Je lui ai répondu que pour moi, une infidélité met un terme définitif à une relation. La quantité d'égoïsme et de mépris qu'il faut pour tromper son partenaire, surtout pendant 1 an, prouve qu'elle ne tenait pas à moi. Je lui ai ensuite demandé ce qu'elle comptait faire. Elle m'a avoué qu'elle se sentait perdue, que tout ce en quoi elle croyait s'était avéré être un mensonge. Elle ne savait pas si elle devait passer à autre chose ou lui pardonner. Je lui ai dit que si elle parvenait à pardonner une infidélité aussi longue, alors elle était une personne bien meilleure que moi. Elle m'a confié que toute sa famille lui conseillait de lui pardonner et d'aller de l'avant pour se marier. J'ai été honnête avec elle, ce n'est pas parce que votre famille vous pousse dans une direction que vous devez nécessairement les suivre. Jacques a clairement montré qu'il ne respectait pas l'institution du mariage. Il a trompé sa fiancée avec ma femme. Si cela ne démontre pas qu'il est inapte à s'engager, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je lui ai dit qu'elle devait prendre sa décision elle-même, qu'elle ne devait laisser personne d'autre que sa propre conscience décider de son avenir. Je lui ai confié qu'au moment où j'ai découvert la vérité, j'ai cherché désespérément un moyen pour que mon cœur puisse convaincre mon cerveau d'accepter et de pardonner. Mais je n'y suis jamais parvenu. Je lui ai dit que je n'avais parlé qu'à une seule personne, mais que dans ma tête, la décision était déjà prise, et que rien ne pourrait me faire changer d'avis. Je lui ai dit que lorsqu'elle était partie se réfugier chez sa famille, elle savait probablement déjà ce qu'elle voulait faire. Mais elle a laissé trop de voix extérieures intervenir, et toutes ses opinions ont brouillé ses repères. J'ai conclu en lui disant qu'elle devait suivre son instinct. Son cerveau et son cœur peuvent mentir, mais l'instinct, lui, se trompe rarement. 9 fois sur 10, si quelque chose vous semble mauvais, c'est que ça l'est vraiment. Elle m'a remercié peu après, et nous nous sommes séparés. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon avocat. Mia avait officiellement été notifiée de la procédure, au travail. Je l'ai remercié pour tout le travail accompli, notamment dans un délai aussi rapide. Peu après, Emma m'a appelé pour me dire que Mia ne quittait plus sa chambre, qu'elle était en larmes dans son lit. Je lui ai répondu que cela ne m'étonnait pas, qu'elle venait probablement de réaliser l'ampleur de ses actes. Emma m'a demandé comment s'était passée la cabane, si j'avais attrapé quelque chose. Je lui ai raconté en détail ce que j'avais fait, et après un court moment, nous avons raccroché. Depuis, je me prépare mentalement à ce qui risque d'arriver. Je m'attends à une explosion de la part de Mia. Si un moment devait venir pour qu'elle débarque en furie, ce serait maintenant. Alors j'attends, patiemment. J'ai des conseils à portée de main, prêt à affronter ce qui pourrait être une tempête émotionnelle. J'ai averti un ami, et il m'a assuré que si Mia venait à débarquer, il accourait immédiatement pour être témoin de la scène, au cas où les choses dégénéreraient. Et donc, me voilà, en train d'écrire ces lignes, dans l'attente de l'ouragan Mia. Si elle vient ou quand elle viendra, je vous tiendrai informé dans une prochaine mise à jour. Merci à tous pour votre lecture. Mise à jour 4. Environ 1 heure après avoir publié ma dernière mise à jour, j'étais toujours chez moi, attendant que Mia débarque et fasse une scène. Je n'avais aucune preuve concrète qu'elle allait le faire, mais vu tout ce qui s'était déjà passé, je me rendais compte que je ne connaissais pas vraiment cette femme. J'ai fait le tour de toutes les caméras de surveillance installées à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, afin de m'assurer qu'elles fonctionnaient correctement. Puis j'ai appelé mon ami pour l'informer que Mia avait été officiellement notifiée de la procédure aujourd'hui, et que si elle venait, il devait se rendre chez moi aussi vite que possible. Il était hors de question que je finisse en prison à cause de cette femme. Et j'avais vu juste. Mia s'est effectivement présentée chez moi, frappant violemment à la porte, hurlant pour que je la laisse entrer. J'ai immédiatement appelé mon ami, ainsi qu'Emma, pour qu'ils viennent au plus vite. Mia tapait à la porte de toutes ses forces, m'insultait, me suppliait de lui ouvrir, me traitait de tous les noms possibles, criant à quel point j'étais sans cœur. Et pourtant, pendant qu'elle criait et tambourinait, tout ce que je pouvais faire, c'était rire. Je me demandais pourquoi elle ne s'était pas contentée d'entrer. Elle avait encore ses clés, du moins à ma connaissance. Quand mon ami est arrivé, Mia hurlait encore. Il est resté dans sa voiture et a commencé à filmer avec son téléphone. Mais cet imbécile avait ramené sa femme avec lui qui est aussi une amie de Mia et elle est sortie de la voiture pour tenter de la calmer. Elle s'est approchée de Mia, lui a passé les bras autour des épaules, et a essayé de lui parler doucement. Mia l'a alors giflé en pleine figure en criant qu'elle devait se mêler de ses affaires.
Ce geste a poussé mon ami, qui filmait toujours, à appeler la police. Mia a continué à hurler et à proférer des insultes jusqu'à ce que les agents arrivent. Lorsqu'ils sont intervenus, elle a immédiatement tenté de se faire passer pour la victime. L'un des deux policiers s'est approché d'elle, et elle s'est mise à pleurer, affirmant que je l'avais frappée et mise dehors. Pendant ce temps, mon ami et sa femme expliquaient à l'autre agent que, lorsqu'ils sont arrivés, Mia criait et tapait à la porte. Malheureusement, cela ne suffisait pas à prouver que je n'avais rien fait. Une fois leur témoignage terminé, un agent s'est dirigé vers ma porte. Dès que je l'ai ouverte, Mia a crié « C'est lui. Il m'a frappé. Je veux qu'il soit arrêté. » Le policier a commencé à me passer les menottes, mais je lui ai dit que je pouvais prouver qu'elle mentait, qu'il me suffisait d'accéder aux images de mes caméras. Il s'est arrêté et m'a demandé de lui montrer les enregistrements. Après avoir visionné les vidéos, il s'est excusé de s'être précipité dans ses conclusions et d'avoir supposé d'emblée que j'étais le fautif. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, mais il m'a alors appris qu'ils avaient reçu au total 15 appels de mes voisins, et que pendant sa crise, Mia avait crié dans la rue que je l'avais frappée. Les agents avaient donc déjà une idée préconçue en arrivant. Après une trentaine de minutes d'échange et de vérification, Mia a finalement été menottée à son tour et inculpée pour trouble à l'ordre public, état d'ivresse manifeste sur la voie publique, et conduite en état d'ébriété. Alors que les policiers la faisaient monter dans la voiture, Emma est arrivée sur les lieux et s'est précipitée vers moi pour savoir ce qu'il s'était passé. Je lui ai montré les vidéos sur mon téléphone. L'un des officiers s'est approché de moi pour me remettre le numéro de dossier ainsi que d'autres documents. Emma a commencé à poser des questions sur les chefs d'inculpation, mais je suis simplement rentré à l'intérieur. Elle m'a suivi peu après et s'est assise à côté de moi. Elle m'a expliqué qu'elle était sortie 10 minutes pour aller au magasin, et qu'à son retour, Mia n'était plus dans le salon. Elle avait donc supposé que Mia était allée se coucher après avoir bu trop de vin. Emma et moi avons discuté un moment, puis elle m'a demandé si elle pouvait passer la nuit chez moi. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue, à tout moment. Elle m'a également informé que Mia devait passer la nuit en détention, mais qu'elle pourrait probablement être libérée sous caution le lendemain matin. Elle m'a raconté qu'après être rentrée avec moi à l'intérieur, elle avait appelé ses parents pour leur expliquer la situation et voir s'ils pouvaient me faire sortir si j'avais été arrêté, car elle n'avait pas les moyens financiers de le faire elle-même. Nous avons bu une bière ensemble, puis nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, en me réveillant, Emma était déjà partie retrouver ses parents. Je n'ai eu aucune nouvelle de Mia, d'Emma ni de leurs parents depuis, mais je doute que leur conversation ait été agréable. Mise à jour 5. Je n'ai pas eu de nouvelles de Mia depuis cette fameuse nuit, mais mon avocat a été contacté par le sien, l'informant qu'il représenterait Mia. Enfin, nous allons pouvoir commencer officiellement la procédure. J'ai aussi envoyé un message à la fiancée de Jacques pour savoir si elle avait du nouveau de son côté. Nous avons seulement échangé par texto, mais elle m'a dit qu'elle l'avait mis dehors, qu'elle avait demandé à son père et à son frère de rassembler toutes ses affaires et de les déposer chez lui. Elle m'a confié que son père et son frère voulaient le frapper, mais qu'elle leur avait demandé de ne pas le faire. Elle souhaite simplement laisser tout cela derrière elle et aller de l'avant. Elle m'a remercié de prendre de ses nouvelles et m'a dit que ses amis proches étaient là pour elle quand elle en avait besoin. Je lui ai envoyé le lien de ma page Reddit, pour qu'elle voie tout le soutien que vous m'apportez, et aussi celui que vous lui apportez à elle. Vendredi, dès que j'ai quitté le travail, je me suis précipité chez moi. Mon plan était de repartir passer le week-end à la cabane. À mon arrivée, Emma était garée dans l'allée. Elle était venue récupérer les affaires de sa sœur et avait une liste de ce que Mia attendait. J'ai parcouru rapidement la liste, et à l'exception d'un seul objet, tout était déjà emballé ou entreposé dans mon garage en attente de collecte. Je lui ai dit que je ne transporterais ni ne toucherais plus à rien. Je ne voulais en aucun cas être tenu responsable si Mia venait à prétendre que j'avais endommagé ses affaires. Je lui ai proposé de payer une entreprise de déménagement pour qu'elle vienne récupérer, emballer et transporter toutes ses affaires. Je lui ai précisé que je partais à la cabane et que je n'avais pas de temps à perdre avec les caprices de Mia. Emma m'a répondu que ce serait parfait, et m'a souhaité un bon week-end. Elle a pris un carton de vêtements de Mia et l'a mis dans sa voiture. Puis elle s'est retournée vers moi et m'a demandé si elle pouvait venir avec moi cette fois-ci. Je lui ai dit, bien sûr, pourquoi ne pas retourner chez toi, déposer le carton et préparer un sac. Le temps pour moi de faire quelques courses et de charger le pick-up, elle était déjà de retour. J'ai fermé la maison à clé, et nous avons pris la route vers la cabane, Emma et moi. Le week-end s'est très bien passé. La dernière fois que j'y étais allé, je m'étais rendu compte à quel point cet endroit était un bijou. La vue est magnifique, et c'est complètement isolé, donc je n'ai pas à interagir avec qui que ce soit. C'est un lieu où l'on peut véritablement respirer et se détendre. Lundi, j'ai appelé une société de déménagement, et aujourd'hui, mardi, 3 hommes dans un grand camion sont arrivés pour tout charger.
J'avais laissé chaque carton ouvert, et j'ai filmé pendant qu'il les refermait et les soulevait. J'ai pris des photos de tous les meubles, et j'ai également enregistré les déménageurs en train de les charger dans le camion. Je les ai tous remerciés pour leur patience, et je leur ai donné à chacun un pourboire de 50 $. J'ai ensuite envoyé toutes les vidéos et les photos à mon avocat, puis j'ai repris le cours de ma journée. La maison semble vide, mais aussi bien plus propre, maintenant que toutes ces affaires ne sont plus là. Lorsque j'ai entamé cette procédure, mon avocat m'avait recommandé de ne rien jeter qui pourrait être considéré comme appartenant aux deux. J'ai donc mis la plupart des meubles dans un box de stockage. Depuis qu'elle est partie, je dors dans la chambre d'amis. Jusqu'à ce moment précis, où je suis en train d'écrire cette publication, j'ai commencé à acheter de nouveaux meubles. La plupart resteront probablement dans le garage, maintenant que j'ai de la place. Je ne garderai pas cette maison, même si je la récupère lors du divorce. Elle contient trop de souvenirs, et désormais, beaucoup trop de mauvais souvenirs. Merci de m'avoir lu. Mise à jour ci. Cela fait un moment que je n'ai pas posté ici. Je suis entraîneur d'une équipe de baseball au lycée, et entre le divorce en cours, la gestion de mon ex-femme et l'encadrement des élèves, je n'ai plus beaucoup de temps libre en ce moment. Il s'est passé pas mal de choses, donc ce sera peut-être un long message. Merci d'avance pour votre patience. Quelques jours après que les déménageurs ont apporté les affaires à Mia, mon avocat a reçu des documents de la part du sien, affirmant que j'avais endommagé ses biens, et exigeant que je paie 1500 $ sous peine d'être poursuivi en justice. Mon avocat a immédiatement envoyé à son confrère toutes les photos et vidéos que j'avais prises, en lui demandant précisément quels étaient les dommages supposés. Il m'a dit que tout cela allait juste montrer au juge à quel point elle est instable. Ce sera peut-être agaçant pour l'instant, mais au moment du procès, ce sera une preuve parfaite. Je crois que son avocat ne s'attendait pas à ce que je sois aussi méthodique à tout photographier et documenter. Quand j'ai découvert l'infidélité de ma femme, quelque chose m'a poussé à venir sur cette page, et j'ai lu des histoires d'horreur sur ce que certains conjoints avaient fait à ceux qu'ils avaient trahis. J'ai juré que je ne deviendrais jamais l'un de ces récits. Je me suis préparé à presque toutes les éventualités et toutes les accusations qu'elle pourrait formuler. À ce stade, plus rien ne me surprend de sa part. Mia m'appelait environ un jour sur deux, mais je ne répondais jamais. Si elle laissait un message vocal, je ne l'écoutais même pas, je l'envoyais directement à mon avocat. Chaque fois que je lui transmettais quelque chose, il me disait « Tu es le rêve de tout avocat. Tu suis tous mes conseils à la lettre, tu as rassemblé toi-même une montagne de preuves. » Je n'ai jamais eu un client aussi rigoureux. Il le dit à chaque fois, et ça me fait sourire à chaque fois. Cette petite validation m'aide à garder la tête haute dans toute cette affaire. Il y a environ 2 ou 3 semaines, mon avocat m'a dit que nous avions accumulé suffisamment de preuves pour la faire plier sans passer devant le juge. Et que, même si cela échouait, le fait d'avoir essayé jouerait en notre faveur. Nous avons donc fixé une date, il y a une semaine, pour une rencontre dans un cabinet neutre. Avant le rendez-vous, il m'a prévenu, quoi qu'il arrive, ne réagis pas à ce que Mia dira. Tout ce qui se dira ici sera enregistré et pourra être lu par un juge si nous allons au tribunal. Nous sommes arrivés tôt le matin, et à ma surprise, elle était déjà là, assise avec son avocat. Nous sommes entrés, les avocats se sont salués, et Mia et moi sommes restés silencieux, assis là, attendant que la discussion commence. L'avocat de Mia a commencé par demander ce que nous proposions. Le mien a laissé échapper un petit rire et a répondu, avec la montagne de preuves que nous avons concernant l'infidélité, ainsi que le comportement de Mia depuis, la seule offre que nous faisons est, la moitié du produit de la vente de la maison et la moitié du compte épargne. C'est bien plus que ce que n'importe quel juge vous accorderait. En gros, ce que vous aviez en entrant dans le mariage, c'est ce que vous repartirez avec. Puis il s'est tourné directement vers Mia et a ajouté, si vous décidez d'aller au tribunal, je lirai à voix haute chaque message. Ensuite, j'afficherai chaque photo, une par une, pour que tout le monde les voie. Puis je vous demanderai de décrire, en détail, ce que vous faites sur chacune d'elles. Ensuite, j'évoquerai vos récentes inculpations, et je diffuserai la vidéo de cette nuit-là. Mia a commencé à pleurer en me regardant, et m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour réparer les choses. Je lui ai répondu, tu me trompes depuis avant notre mariage. Tout ce que je peux prouver, c'est que ça a commencé quelques semaines avant, mais je suis convaincu que ça date d'encore plus tôt. Il n'y a rien, absolument rien que tu puisses faire pour me faire oublier ou pardonner ce que tu as fait. Signe les papiers. C'est déjà bien plus que ce que tu mérites. Je veux juste mettre un terme à cette mascarade que tu as créée. Elle a pleuré bruyamment pendant 15 minutes, jusqu'à devoir s'éclipser aux toilettes. À son retour, elle pleurait encore, mais elle a fini par signer les papiers et est sortie peu après. Dans environ un mois, tout sera officiellement déposé, et il ne me restera plus qu'à vendre la maison. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir lu, soutenu, conseillé.
Je ne pense pas qu'il se passera autre chose désormais, mais je peux me tromper. Si jamais c'est le cas, je reviendrai vous tenir au courant. Mais ce sera probablement ma dernière publication. Encore une fois, merci infiniment. J'espère que ce qui m'est arrivé aura pu aider au moins une personne ici.